lire, si vous me permettez, un extrait de l'article de 1845, dans lequel il établit le parallèle entre sa découverte et celle de Lavoisier. Alors, je n'en ai pas parlé, mais je vous le dis très rapidement. Lavoisier avait fait des expériences devenues célèbres où il faisait respirer un homme et l'air récupéré faisait mourir un canari. Pauvre canari, on dirait aujourd'hui, mais il démontrait que le gaz carbonique que nous exhalons est un gaz toxique, létal, provoque la mort. Et Lavoisier avait donc eu le même problème qu'Ebelmen et s'était dit, mais c'est pas possible. Si tous les êtres vivants respirent, l'atmosphère devrait être complètement de gaz carbonique et il ne devrait plus y avoir de vie possible. Et au même moment, des savants de Genève, ces fameux protestants genevois, contemporains de Jean-Jacques Rousseau au passage, en particulier Nicolas Théodore de Saussure, mettent en évidence l'opération inverse, qui est le fait que les végétaux verts absorbent le gaz carbonique de l'air, ça s'appelle la photosynthèse. Et donc, Lavoisier avait déjà résolu ce problème, la photosynthèse venait compenser la respiration des animaux. Et je vous lis Ebelmen. Quand Saussure eut démontré par ses belles expériences cette admirable loi de la nature, en vertu de laquelle le carbone passait de l'atmosphère dans les végétaux pour être bientôt restitué à l'état d'acide carbonique, soit par leur décomposition, soit par les animaux qui s'en nourrissent, on crut que cette rotation du carbone assurait la permanence de la composition de l'air atmosphérique. Donc ça, c'est Air France. On voit maintenant qu'il faut faire intervenir dans la solution de la question des phénomènes d'un tout autre ordre et que les éléments minéraux de la croûte terrestre concourent aussi par des réactions inverses les unes des autres à la production de cet équilibre. Voilà. Il poursuit le grand mythe qui est présent dans toute l'histoire depuis Aristote de l'équilibre, de la stabilité des conditions planétaires que nous sommes en train de remettre en cause, et il montre qu'il y a plusieurs phénomènes, il n'y en a pas qu'un, il n'y a pas que la photosynthèse et la respiration qui viennent se compenser, il y a des phénomènes qui font intervenir les roches et qui sont d'une autre ampleur. Il ne savait pas, je le répète, que le gaz carbonique était un gaz à effet de serre, il n'était pas angoissé, éco-angoissé à l'idée que le moindre de ses actions contribue au réchauffement de la planète. Sa découverte va tomber dans l'oubli, elle sera redécouverte en 1972 par des chercheurs américains. Pire que ça, comble de la honte, le papier fondateur de 1845 a été redécouvert, redéterré de la bibliothèque de l'école des mines par un de mes collègues américains, Bob Bernard, qui m'a dit un jour, mais tu le connais ce papier? Je fais non, viens voir, et je l'ai lu, et là on est tous les deux tombés par terre. Donc c'était bien de savoir que les collègues américains ont suffisamment de temps pour venir fréquenter les bibliothèques de l'école des mines de Paris, poussiéreuses que personne n'avait jamais, dont les ouvrages n'avaient jamais été ouverts. Voilà. Si je reviens sur l'Amazone, ce qu'on cherchait dans l'Amazone, durant ma thèse, et ensuite avec mes étudiants, tout ce qu'appelons, je cherchais les kaolins de Belmen, je cherchais les argiles qui seraient les traces indirectes que, effectivement, les réactions d'Ebelmen, qu'Ebelmen avait montré sur cette roche qui est encore derrière moi, voilà, que Ebelmen avait trouvé. Eh bien, nous avons trouvé les kaolins d'Ebelmen, et nous avons montré que les Andes sont un puissant massif absorbant du gaz carbonique de la planète, une sorte de purificateur géant de l'atmosphère de la Terre, beaucoup plus que la forêt amazonienne, qu'on nous vend comme étant le poumon du monde. C'est pas vrai, c'est pas du tout le poumon du monde. Et le vrai poumon du monde, c'est la chaîne andine qui absorbe, du gaz carbonique. On a écrit des articles scientifiques sur la question, je serais bien mal à l'aise de vous les présenter, car ils n'ont rien à voir avec le bel article d'Ebelmen. Les découvertes qu'a fait Ebelmen montrent que notre planète est dynamique, vivante. Nous ne sentons pas ces réactions d'Ebelmen parce que nous ne sommes pas capables de voir les ions dans la rivière. Nous ne sommes pas doués de la faculté de lire dans l'eau, mais équipés d'instruments, comme des extensions de nos sens, alors on découvre qu'une montagne vit. On peut calculer la vitesse à laquelle elle disparaît, elle fond, elle purifie l'atmosphère, et en même temps elle crée le sol. Elle se forme, elle croît comme un arbre en quelque sorte, elle est altérée par le gaz carbonique de l'air, ses produits de dégradation, d'altération finiront dans l'océan. Et ce qui régule le gaz carbonique libéré des volcans dans l'atmosphère, c'est l'interaction avec les roches volcaniques, mais aussi les roches granitiques, on n'est pas loin du Massif central, les roches granitiques du Massif central, elles aussi absorbent du gaz carbonique de l'air, les calcaires qui nous entourent, dans la région ici, absorbent du gaz carbonique de l'air. Et
c'est la notion d'homéostasie qu'avait définie Claude Bernard, physiologiste au XIXe, mais d'homéostasie planétaire. Et c'est un des arguments de la théorie Gaïa, dont j'avais dit que je prononcerais une fois le mot, ça y est, cette théorie qui dit que les êtres vivants sur la Terre organisent les conditions de leur survie dans leur ensemble. Les vivants dans les réactions d'Ebelmen jouent à plein d'étapes. En fait, c'est des domaines de recherche que l'on ne connaît pas bien, mais probablement des bactéries, des archéobactéries sont les agents, les vrais agents qui font la transformation qu'Ebelmen avait intuitée. Voilà. Mais le système Terre, ou zone critique, donc ces réactions d'Ebelmen vont créer la zone critique, cette partie habitable de la planète, qui n'existe pas sur les autres planètes, elle est nécessairement dynamique. Comme l'avait très bien intuité ce savant, si les produits de la transformation ne sont pas constamment évacués, d'accord, comme particulièrement sur cette roche, cette roche, je le redis, je l'ai ramassée dans une carrière, et cette roche, elle n'a pas une chance, parce qu'en fait, la réaction d'altération, qui normalement devrait se propager et se diffuser jusqu'à l'intérieur de la roche, elle a été stoppée par le fait que cette pellicule autour, en fait, a fini par passiver la roche, a empêché les réactions de se faire. D'accord ? À l'échelle de la planète Terre, si cette roche qui est derrière moi est un analogue de la planète, il y a une réaction qu'il faut ajouter, il y a une transformation qu'il faut ajouter, c'est que ces produits accumulés ne font pas que s'accumuler, ils peuvent être également évacués. D'accord ? Et donc, nécessairement, la zone critique, cette partie habitable de la Terre, qui est créée par les réactions que Ebelmen a découvertes, eh bien, elle est nécessairement régénérée par d'autres processus. Et pour la renouveler, pour la régénérer, il faut deux choses. Il faut qu'il pleuve et que l'eau ruisselle pour évacuer ces déchets, pour nettoyer, nettoyer la surface de la Terre, pour ainsi dire. Et puis, il faut, et ça c'est très important, et on ne le dit pas assez, et dans nos discours ce n'est pas assez présent, il faut des pentes. D'accord ? Il faut des pentes pour que l'eau puisse s'écouler et que l'eau emmène avec elle les produits de la transformation qui, s'ils s'accumulaient, conduiraient à la mort, à l'arrêt. D'accord ? Et pourquoi il y a des pentes qui permettent de faire couler l'eau ? C'est parce qu'il y a des chaînes de montagne, c'est parce qu'il y a des volcans qui arrivent et qui sculptent la surface de la Terre. Donc finalement, la surface de la Terre peut être vue, en tout cas tout ce qui la compose, ma zone critique, comme une sorte de tapis roulant vertical. Et les roches sont amenées vers la surface, elles sont transformées par les réactions dont j'ai parlé, et les produits de cette transformation, ils y restent un certain temps, mais ils ne peuvent pas s'accumuler, car l'eau de pluie qui s'infile, qui ruisselle à la surface de la Terre, évacue en permanence les déchets de la transformation. Les images catastrophiques d'Espagne étaient dramatiques il y a 3 semaines, mais la couleur rouge, brunâtre, des eaux qui ont été déversées dans la Méditerranée montre bien ce que je suis en train de dire. Les orages méditerranéens sont capables d'emporter ces argiles qui, sans ça s'accumulerait et finirait par étouffer la Terre, pour le dire comme ça. Rares sont les endroits du monde où l'altérite, cette pellicule altérée, ça s'accumule, cela se produit néanmoins dans certains endroits comme les plaines du Congo, les plaines de l'Amazone, et cela conduit à une espèce de coma géologique. Si vous faites un forage dans la forêt amazonienne, vous allez traverser facilement 60 à 100 mètres de cette altérite, qui est l'équivalent de cette zone jaunâtre autour du caillou qui est derrière moi. Autant dire qu'un arbre, les racines d'un arbre, même les plus profondes, n'ont aucune chance d'accéder aux roches non altérées, saines. Et donc, elles n'ont aucune chance d'aller chercher du phosphore, par exemple, ou du calcium, ou du potassium. C'est mort. C'est pour ça que j'ai, dans le bouquin, appelé cette situation un coma géologique. Et la seule manière qu'a la forêt de s'en sortir, parce que la forêt amazonienne est une des plus belles du monde, des plus biodiverses, est de complètement recycler ses nutriments sur elle-même. Dès qu'une feuille tombe à la surface du sol dans la forêt amazonienne, son phosphore est immédiatement repiqué par des bactéries, des champignons, etc., qui n'ont qu'un seul but, c'est de retransmettre aux racines qui vont le recycler. Et c'est la raison pour laquelle couper la forêt amazonienne est un drame, puisque lorsque vous coupez la forêt amazonienne et que vous exportez la matière organique, les troncs par exemple, en dehors de cette forêt amazonienne, vous lui enlevez son stock de phosphore, de potassium, de nutriments, etc., et elle est morte. Et la seule manière qu'elle peut éventuellement avec laquelle elle peut éventuellement se reformer, c'est de compter sur les
très rares apports atmosphériques de poussière saharienne. Certains articles ont montré récemment que la forêt amazonienne est fécondée, ensemencée par des poussières qui viennent du Sahara et qui, elles, contiennent un peu de phosphore, un peu de potassium, de calcium, et quand ces aérosols sahariens se dissolvent, c'est une source de nutriments pour la forêt amazonienne. Donc, la forêt amazonienne, c'est un écosystème fragile lié à cette situation de coma géologique. Donc, si vous m'avez bien compris, la surface de la Terre est en permanente transformation. La Terre rocheuse, dense, est transformée en un milieu, j'aime bien l'appeler doux, finalement, poreux, qui peut abriter la vie par la perpétuelle création de roches et par le perpétuel mouvement d'évacuation des produits de la transformation de ces roches vers la grande poubelle universelle, qui est l'océan. Notre existence sur Terre tient donc à ce combat permanent entre des forces internes, telluriques, qui construisent les montagnes, qui amènent ces minéraux à la surface de la Terre, que dans le livre j'ai appelé les forces d'Hadès, du bas, et ce qui vient du haut. Et ce qui vient du haut, c'est le cycle de l'eau, qui est possible parce que l'océan s'évapore dans les endroits où le soleil le réchauffe le plus et recondense dans l'atmosphère, revient sous la forme de pluie. Vous connaissez les rudiments du cycle de l'eau. Et l'évaporation de l'océan est possible uniquement parce qu'il y a une autre source d'énergie qui vient du dessus cette fois, que dans le livre j'ai appelé les forces d'Hélios, l'énergie du soleil. Donc finalement, notre existence sur la Terre est liée à un frottement, on pourrait presque dire un combat, même si je n'aime pas trop la métaphore, entre Hadès et Hélios, ce qui vient du dessous et ce qui vient du dessus. Et les deux sont nécessaires. Et dans les discours aujourd'hui, quand on nous parle d'environnement, on ne nous parle jamais des forces du bas. On ne nous parle jamais de l'importance des volcans, on ne nous parle jamais de l'importance des failles, on ne nous parle jamais de l'importance de la formation des chaînes de montagne, parce que dans le discours, on a décidé que c'était trop lent. Je vais la semaine prochaine à l'île de la Réunion, c'est pas du tout trop lent. Et un humain, dans son existence, voit le relief évoluer à l'île de la Réunion, tellement ces processus d'Hadès et d'Hélios sont importants. La Réunion, c'est véritablement un cas d'école pour les gens comme moi qui s'intéressent à cette confrontation entre ces deux sources d'énergie. Et donc, pour appuyer mon raisonnement, si la Terre était plane, eh bien, il n'y aurait pas de rivière, il n'y aurait pas de fleuve, il n'y aurait pas de cycle de l'eau, la Terre serait en coma géologique. Donc le fait que la Terre ne soit pas plane est dû à la tectonique des plaques, le fait que la surface de la Terre, la croûte terrestre, est divisée en espèces de vastes plaques continentales, des radeaux qui se déplacent sur un intérieur qui est visqueux parce qu'il est chaud, et qu'en se déplaçant, ces plaques se rencontrent, et à l'occasion de leur rencontre, ça crée des reliefs comme les Alpes qui sont tout près d'ici. Ce qui est intéressant ce à quoi il est intéressant de réfléchir, c'est pourquoi il y a ce mouvement des plaques à la surface de la Terre. Et il y a un mouvement des plaques à la surface de la Terre parce que, je l'ai dit, l'intérieur sous les plaques est visqueux. Et c'est le refroidissement de ce matériau visqueux qui est animé de cellules de convection thermique, comme quand vous faites de la confiture. Vous voyez très bien que le chaud du bas remonte à la surface et tourne sans arrêt. L'intérieur de la Terre est comme ça. Il n'est pas liquide, il est visqueux, chaud. Pourquoi il est chaud? Parce qu'il est radioactif. C'est donc la radioactivité, le moteur de la convection à l'intérieur du manteau de la Terre, qui fait bouger les plaques, qui crée les reliefs, qui fait que la planète est habitable. Voilà. Dit comme ça, la radioactivité apparaît comme quelque chose d'absolument indispensable à la vie sur la Terre. Hélios, c'est l'énergie du Soleil, je vous l'ai dit, elle aussi est une énergie radioactive. Le Soleil, c'est une usine nucléaire qui fait ce que les humains ne savent pas faire, et j'ai envie d'ajouter heureusement, c'est de fusionner deux atomes d'hydrogène en un atome d'hélium. Il y a des gens qui, pas très loin d'ici, y travaillent, comme vous le savez, à Cadarache.